Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez jusqu'à 20 h. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue. Vous publiez La mondialisation dangereuse avec Jacques Sopelsa chez L'Artilleur. Merci d'être avec nous ce soir sur CNews. Yvan, pourquoi avoir invité ce soir Alexandre Delval sur ce plateau ? Je connais Alexandre Delval depuis très longtemps. Je suis ses travaux. Je connais son expertise, je connais son sérieux, je connais son esprit libre. Je connais également la force de ses convictions. Et il m'a semblé qu'il était intéressant d'entendre son éclairage sur la crise de la mondialisation, le thème de votre livre. Mais puisque l'on est en direct et que l'on a vu la prestation d'Éric Zemmour, puis un peu auparavant celle de Valérie Pécresse, j'aurais voulu savoir si la droite française, dans le fond, quand elle pose, à l'initiative de Zemmour plutôt, la question identitaire au cœur de ces débats, est-ce que la droite française a bien identifié quelle est la priorité, effectivement, de cette crise mondiale, enfin de cette crise nationale qui pourrait peut-être avoir des répercussions sur une crise mondiale? Est-ce que c'est bien la crise identitaire qui est au cœur des débats selon vous? Alors bien sûr, en géopolitique, car c'est un ouvrage de géopolitique, il y a beaucoup de facteurs, mais le facteur identitaire est fondamental. Parmi les facteurs qu'on appelle immatériaux, il y a le facteur matériel, l'argent, la guerre, le pétrole, et l'immatériel, c'est comme la pensée, c'est les idées, et l'être humain a besoin de savoir d'où il vient, où il va, et l'être humain a besoin d'identité. Alors je sais que pour certaines élites nomades mondialisées qui ont des avions en première classe, c'est facile d'être désidentitaire, d'être nomade et de se dire que l'identité, c'est quelque chose de choquant. Mais les peuples ont besoin d'identité. Et donc, qu'on soit pour ou contre, c'est un facteur qui est fondamental en géopolitique, comme la démographie d'ailleurs, qui lui est un facteur plus lourd. On en parle aussi, il y a tout un chapitre sur les deux questions dans le livre. La démographie, c'est un facteur fondamental. Et quand les deux arrivent ensemble, des flux démographiques en provenance d'identités très différentes, et en plus, troisième facteur, quand on ne sait plus intégrer, parce qu'on n'a plus envie d'intégrer, parce qu'on ne croit plus en soi-même et on dévalorise sa propre nation, ça fait trois facteurs qui sont une bombe à retardement. C'est exactement ce qui se passe. Et ce phénomène de doute sur soi-même, c'est un phénomène que vous observez en Europe, en France, ou est-ce que c'est un phénomène que vous observez également dans d'autres pays Alors, je vous remercie pour cette question, parce que dans le livre, nous faisons un tour du monde de tous les continents et toutes les grandes civilisations, et qui a été corroboré par des voyages que Jacques Sopelsa, grand géographe, ancien président de la Sorbonne, et moi-même avons aussi constaté. Eh bien, il n'y a aucune autre civilisation qui culpabilise, qui a honte de son identité. Quelques exemples. L'Inde, à la tête de l'Inde, on a un nationaliste hindouiste ultra qui est extrêmement identitaire. Mais tous les bobos l'aiment bien parce que, vous savez, il fait la journée du yoga. Alors, on ne le fustige pas comme on fustige les populistes européens, mais il est 1000 fois plus identitaire que les pires populistes européens. En Russie, on a quelqu'un qui récemment a valorisé le mariage d'un héritier du tsar, et qui aimerait que son pays redevienne un empire tsariste orthodoxe, qui est redevenu la religion officielle. En Turquie, on a un néo-ottoman, on a un néo-calife qui est très fier et qui, chaque année, fait une représentation qui commémore le sac de Constantinople et sa destruction et sa conquête par les Turcs ottomans. Et il en est très fier. C'est comme si la France, chaque année, il y avait la conquête d'Alger et le président en premier rang d'une pièce de théâtre qui commémore tout ça. Donc le monde est identitaire, sauf nous. Ça montre bien qu'il ne faut pas fustiger les immigrés ou les musulmans ou ceux qui viennent. C'est pas eux qui nous empêchent d'avoir notre identité. C'est foncièrement important à comprendre que le déni de l'identité, la diabolisation de l'identité, elle évolue par l'élite occidentale qui veut faire de l'Europe un laboratoire du mondialisme, de ce que le grand sociologue américain Barber appelle Macworld. Et pour fustiger l'identité, il faut culpabiliser. Et là, on va baisser les gardes et on va pouvoir faire un laboratoire d'une sorte de soupe, de world soup, qui est très bien pour les nomades extrêmement privilégiés. Mais les masses, elles sont inquiètes et ça crée le populisme. Le populisme, en fait, on peut le voir de plusieurs manières, en moralisant ou en se disant c'est les peuples inquiets parce que, comme dit Ortega y Gasset, le grand intellectuel, eh bien, il y a un droit à la continuité historique. Les peuples revendiquent le droit à rester eux-mêmes et à ne pas disparaître. Un peu comme nous, on va tous mourir, c'est vrai, hein, mais on préfère quand même retarder l'échéance. Eh bien, les nations, c'est un petit peu pareil. Vous nous présentez une idéologie mondialiste relativement fragile, si je comprends bien, parce qu'elle n'a pas l'appui du peuple. Est-ce que vous voyez que cette idéologie mondialiste commence à se fracturer, ou est-ce que vous la voyez au contraire s'installer dans la durée, notamment au cœur de l'Union européenne et peut-être même ailleurs? Alors c'est ce que nous montrons dans le livre, cette idéologie mondialiste, elle a quand même un énorme problème parce qu'elle nie le réel.
C'est-à-dire, le réel, c'est quoi? C'est-à-dire, elle nie le refus des peuples de cautionner, c'est ce que vous dites? Elle nie le réel, elle nie le refus des peuples, la volonté des peuples d'avoir leur identité, et elle croit que la matière, la consommation, va tout intégrer. En gros, c'est si on consomme, eh bien, il n'y a aucun problème. Tout le monde va s'intégrer dans la consommation, et même l'islamiste, avec son voile islamiste, eh bien, et avec tous ces projets suprémacistes, eh bien, tout cela va être un petit peu édulcoré et mangé, un petit peu digéré par la société de la consommation. Parce que les grandes multinationales sont dans le consumérisme et veulent faire un projet mondialiste qui est en fait fondé sur une idée hédoniste et consumériste. Et donc, il faut que tout le monde consomme la même chose un peu partout. Je reviens au titre de votre livre sur la mondialisation dangereuse. En quoi cette mondialisation serait dangereuse? Alors, elle a des bons côtés, elle a des côtés tout à fait positifs. La mondialisation est neutre, elle existe depuis le XVe siècle, mais elle a des côtés dangereux. Les mafias adorent la fin des frontières. La mondialisation a permis aux narcos mexicains de véritablement exploser et de conquérir pratiquement tout le continent. Les virus aussi aiment beaucoup la fin des frontières. Bien sûr, c'est un jeu de mots, mais effectivement, la fin des frontières bénéficie à des mafias, à des phénomènes comme les virus, bénéficie aux multinationales, ce que André Berkoff appelle les racailles d'en haut, qui n'aiment pas les lois, qui n'aiment pas les juges. Ces grandes multinationales, elles ont horreur des États. Elles veulent remplacer d'ailleurs les juges par des arbitres dans les traités d'échange, etc. Donc la mondialisation, elle a des bons côtés, mais elle a aussi des travers. Et en fait, celui qui en bénéficie, c'est celui qui en a une lecture souverainiste et offensive, comme la Chine. Aujourd'hui, la Chine, elle a récupéré la mondialisation qui fut anglo-saxonne, qui est aujourd'hui chinoise. La Chine est à fond dans la mondialisation, mais elle n'en a pas une lecture mondialiste, tandis que l'Europe en est le dindon de la farce, parce qu'elle croit que la mondialisation, ça veut dire abandonner son identité, baisser la garde et s'imposer des règles à soi que les autres ne respectent pas. Vous parliez de l'épidémie de Covid. Est-ce que cette épidémie de Covid, dans la mesure où elle a fait redécouvrir les frontières, n'est-elle pas un obstacle à cette mondialisation, dans le fond? Alors oui, l'épidémie de Covid, je dirais qu'elle a révélé une tendance qui était déjà lourde depuis les années 2000, un retour à, non pas une démondialisation, on a un chapitre là-dessus, mais une post-mondialisation. Un processus en partie de démondialisation et de remise en question de la mondialisation qui redevient régionale, locale. On échange plus entre peuples de même zone et de même civilisation. Et il y a aussi un retour des identités pratiquement partout, on le disait tout à l'heure, sauf en Europe, même en Amérique. Il y a quand même une certaine forme de nationalisme. En fait, le seul endroit au monde où il y a une désouverainisation, une dévalorisation de l'identité et une lecture utopique mondialiste de la mondialisation, c'est l'Union européenne. Alors que tout le reste du monde a une lecture offensive de la mondialisation. Regardez le Japon dans les années 80, il faisait une guerre économique. L'Amérique de Bush, d'ailleurs, avait répondu, de Clinton, pardon, avec aussi une economical warfare, une guerre économique. On a la Chine qui est en train d'essayer de ruiner une grande partie du monde et qui investit partout. C'est plutôt un empire économique, et on a aussi un empire civilisationnel, le suprémacisme islamiste, qui lui bénéficie de la mondialisation parce que l'islamisme est foncièrement transnational et il aime beaucoup quand on abaisse la garde et quand on n'a plus d'identité de frontières. Donc il y a plusieurs forces du mondialisme, il n'y a pas de complot, il n'y a pas une seule force unique, mais qui convergent. L'islamisme, les racailles d'en haut, les multinationales sans foi ni loi, les mafias, et donc la mondialisation a des bons côtés, mais on ne parle pas assez des côtés aussi qui peuvent bénéficier aux prédateurs, les grands prédateurs, notamment de l'Union européenne. Oui, votre tableau est sombre quand même. Est-ce que l'Europe peut reprendre la maîtrise de son destin de ce côté-là? Et est-ce que la France seule peut faire quelque chose? Est-ce que vous voyez quand même des... Pour l'instant, l'Europe ressemble un petit peu à un OJNI, un objet géopolitique non identifié, puisqu'elle enlève un petit peu la souveraineté des États qui la composent, qui ont perdu une partie de leur souveraineté, mais il leur reste assez de souveraineté pour empêcher le passage à la souveraineté supranationale. C'est ce que disait mon maître, le général Gallois, à qui est dédié ce livre. Il disait, ce serait presque mieux, en raisonnant un peu par l'absurde, s'il y avait une vraie souveraineté européenne. Mais il n'y en a pas. Et donc, on n'a pas le choix de revenir à la souveraineté nationale, parce que la souveraineté supranationale, le fédéralisme européen, est totalement utopique. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de le réaliser, et on ne voit pas le chemin d'une réalisation d'une nation européenne. En plus, cette nation européenne, elle a renié totalement son identité, donc ce ne serait même pas une nation européenne. C'est pour ça que, géopolitiquement, on l'analyse comme un espace de désouverainisation
et en fait de reniement identitaire. C'est un espace non identitaire qui a remplacé l'identité d'ailleurs par des normes. Ce que Habermas, le philosophe officiel de l'Union européenne, appelle le patriotisme juridique constitutionnel. L'identité serait dangereuse, donc il faut le remplacer par des normes. C'est très germanique. C'est ça ce que c'est en train de devenir l'Union européenne. Donc elle ne veut pas être une puissance, c'est une impuissance européenne. Donc les peuples sont condamnés à redevenir souverains. Ça n'empêche pas de faire des coalitions, de bâtir une Europe des nations, comme le voulait De Gaulle et le plan Fouché. Mais pour l'instant, l'Europe ne prend ni le chemin d'une supranationale, une puissance européenne, ni le retour à des puissances européennes. Donc nous sommes entre deux. Et ça, c'est un signe de faiblesse extraordinaire qui attire les prédateurs. Les grands prédateurs, l'Amérique impériale, la Chine mercantiliste et le suprémacisme islamiste voient cette Europe comme un trésor à conquérir, un joyau faible, mais un petit peu comme Byzance qui s'effondrait, qui commençait à... Vous nous décrivez dans le fond une Europe herbivore dans un environnement carnivore. J'aime bien cette expression. Ce n'est pas tout à fait de moi, mais je ne sais plus qui avait eu cette image. Mais en tout cas, je la reprends et je me l'approprie. Mais dans cette Europe herbivore, quelles sont précisément les principales menaces qui sont alentour d'elle-même? Alors aujourd'hui, nous nous référons dans ce livre au chef d'état-major des armées, enfin l'ex-chef d'état-major des armées de l'armée de terre, Burkhardt, qui parlait de retour de conflits de très haute intensité. Et récemment, à l'école de guerre, nous parlions avec des généraux qui, en privé, pointent clairement la Turquie comme une menace existentielle pour Chypre, qui est toujours envahi et qui est conquis et qui est colonisé par une colonisation de peuplement. Qui est dans l'Union européenne est envahi par... Et d'ailleurs, c'est ça qui bloque l'adhésion à l'Union européenne, à la Turquie, de la Turquie dans l'Union européenne. C'est pas du tout un refus du club chrétien. En vérité, c'est l'adhésion, c'est l'occupation de Chypre qui est un obstacle juridique majeur à la fermeture des chapitres de l'acquis communautaire. Donc la Turquie envahit Chypre et elle la colonise régulièrement. En plus, elle menace militairement Chypre et les Italiens de l'entreprise Eni pour faire du forage. Il y a une volonté de la Turquie d'empêcher le forage de l'immense réserve de gaz qu'il y a en Méditerranée. La Turquie également revendique des îles et des eaux territoriales qui appartiennent à la Grèce autour des îles de mer Égée et de Crète. Tout un chapitre dans le livre qui développe ces conflits. La Turquie aujourd'hui menace directement et militairement 2 pays membres de l'Union européenne. Mais en plus, elle menace les entreprises italiennes du groupe Eni et indirectement celles de Total. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, c'était pas mal ce qu'avait fait Macron, c'était le seul qui avait réagi. La France est le seul pays qui a montré un peu ses muscles lorsque la Turquie d'Erdogan, entre 2019 et très récemment, à plusieurs reprises, a menacé des puissances européennes en voulant s'accaparer à peu près 40% du gaz de Méditerranée orientale. Et la Turquie aujourd'hui bloque même un grand projet de gazoduc qui va du Proche-Orient. Et là, vous nous décrivez des conflits frontaliers avec la Grèce notamment, mais est-ce que la Turquie, à vous entendre, a également un projet de déstabilisation du... Ah oui, Erdogan l'a très bien dit dans un discours à Sarajevo il y a 2 ans. Il parlait de l'Europe en voie de putréfaction qui est en train de s'écrouler d'elle-même. Et il disait que cette Europe était perverse et qu'il fallait appeler, non pas tous les Turcs, mais tous les musulmans d'Europe à gagner un peu cet esprit néo-ottoman et à constituer une sorte de communauté séparée qui jamais ni ne s'assimilerait, ni même s'intégrerait. Il parlait d'ailleurs, dans un autre discours plus tôt, 8 ans plus tôt, de crimes contre l'humanité à propos de l'intégration. Donc cet appel à se désassimiler, à ne pas s'intégrer, est une véritable attaque contre nos valeurs, puisque un ennemi, c'est celui qui vous attaque physiquement, votre territoire, votre population, et vos valeurs et vos institutions. Et Erdogan menace clairement la population en voulant la retourner, en voulant en faire une communauté séparée, d'où la justesse du titre séparatisme islamiste, mais il menace aussi les institutions, les valeurs fondamentales et des territoires, puisque dans les Balkans, dans plusieurs pays des Balkans, et en plus de Chypre et de la Grèce, il y a une volonté de retrouver l'Empire ottoman. Erdogan régulièrement dit que les Balkans, Chypre et la Grèce, c'était l'Empire ottoman. Et quand vous dites qu'une partie d'un pays étranger c'est vous, ça ressemble quand même à une sorte de néocolonialisme. Donc c'est une menace directe pour nos intérêts, pour plusieurs pays européens, puisqu'il y a beaucoup de musulmans qui sont tout à fait, pour beaucoup, bien intégrés. Mais le rêve d'Erdogan, comme des frères musulmans, comme d'autres islamistes, c'est de désassimiler, désintégrer ces gens pour en faire un jour une sorte de 5e colonne. Heureusement, ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas non plus laisser trop travailler les fameux travailleurs sociaux islamistes, parce que leur but, c'est de culpabiliser tous ces musulmans qui sont très bien intégrés et par la paranoïsation, ce que fait Erdogan en traitant l'Europe systématiquement d'islamophobes, les pousser à se désintégrer eux-mêmes, à se replier.
Est-ce que le président de la République a bien noté cette menace permanente de la Turquie, ou est-ce qu'il fait preuve également de naïveté? Là, je pense qu'il l'a noté. Généralement, est-ce que le discours politique des partis, à droite comme à gauche, a pris en compte cette menace turque? Je pense que le président a pris en compte cette menace. Il parlait des frères musulmans, de la menace turque, de l'islamisme turc et d'autres mouvements. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences. C'est un progrès par rapport à jadis. Rappelez-vous, la droite comme la gauche ont mis les frères musulmans à la tête de l'islam de France pendant des années. Et donc, c'était un petit progrès. Mais le problème, il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu de suite logique à tout cela. La suite logique, ce serait de bannir totalement l'islamisme politique pour construire un islam de France spirituel, totalement coupé de la charia et du projet politique des islamistes. Et ce n'est pas du tout fait, puisque dans le Conseil français du culte musulman, il y a au moins 3 grandes organisations pan-islamistes qui ont un projet totalement anti-occidental et contraire à nos valeurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'être venu ce soir sur CNews dans les points sur les i. Je rappelle votre livre ici à l'écran, La mondialisation dangereuse, c'est publié chez L'Artilleur. Merci à tous.